Bienvenue, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8 Sport avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Au menu de ce 7-8 Sport, du football féminin vaincu cette saison. Les joueuses d'Elancourt ont été sacrées championnes de promotion de Ligue ce week-end à 4 journées de la fin du championnat. Nous reviendrons sur ce titre avec l'entraîneur Dany Lègle et sa capitaine. Nous parlerons aussi du athlon après les 3 titres historiques du triathlon club de Saint-Quentin-en-Yvelines au championnat de France jeunes qui se sont déroulés il y a 10 jours. Et puis comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Alors on débute forcément par le football avec cette équipe d'Elancourt qui est un peu notre Paris Saint-Germain à nous. À Exactement. Ils nous font d'ailleurs l'amitié d'être ce soir parmi nous, Dany Lègle et Kini Lègle, respectivement entraîneur et capitaine de l'équipe des féminines de l'OSC. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors un parcours presque sans faute, on peut dire presque un rythme façon Paris Saint-Germain, puisqu'il y a 4 journées de la fin du championnat, et vous êtes ils sont déjà champions. Hein. Voilà, exactement, déjà champions. Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui? C'est la joie du titre, Dany? Et le fait du travail accompli. On se donne des moyens depuis 4 ans avec les dirigeants, les éducateurs et les joueuses, plus aussi le club qui fait un travail derrière, le président qui nous soutienne. Ça montre que le travail qu'on a fait depuis 4 ans, ça paye, quoi. Donc on ne va pas s'arrêter à là, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Poursuivre l'aventure, exactement. Ouais. Et cette aventure qui a bien commencé du côté des joueuses, j'imagine que là, il y a dû y avoir une belle fête ce week-end. C'est ça, on a fêté ça samedi soir, oui. Tout ensemble, et on s'est bien amusé, on a fêté ça. C'était super. Alors avant de débriefer plus longuement ce titre, ce très beau titre de championne de promotion Ligue, je vous propose de regarder le récit de ce match ce week-end. Donc vous rencontriez le 7e, l'entente sportive du 16e, qui est donc 7e au classement. En cas de victoire, le titre était acquis, contrat rempli et de bien belle manière. Récit de ce match avec des images d'Élodie Moine. Face à l'entente sportive du 16e, les féminines d'Elancourt doivent attendre la fin de la première période pour voir les filets trembler. Sur une ouverture plein axe, Myriam Saibi évite la sortie de la gardienne parisienne et marque dans le but vide. Les Amazones passent une grande partie de la rencontre dans le camp adverse, avec une possession de balle digne du FC Barcelone et un jeu très direct, à 1 ou 2 touches. Dans cette première mi-temps, les joueuses parisiennes ne trouvent leur salut que sur coup de pied arrêté. À 45 minutes du titre, les joueuses de Dany Lègle maintiennent la pression. Et dès le retour des vestiaires, Caroline Hodgetts profite de ce ballon relâché par la gardienne parisienne pour doubler la mise. Preuve de la domination des Amazones, dans ce second acte, les joueuses parisiennes se procurent une seule et unique occasion. Bien trop peu pour inquiéter l'OSC. Cette saison à Elancourt, le danger vient aussi du banc. Sur son premier ballon, Elodie Brault parachève le succès saint-quentinois de l'intérieur du gauche. La fin de match est une formalité. Au coup de sifflet final, les Amazones peuvent exulter. Elles sont titrées 4 journées avant la fin du championnat et accèdent à la promotion d'honneur. Vraiment de la joie, on s'est battu toute une saison pour arriver là. Là, c'était un peu le match consécration, donc on s'est mis un peu de pression, mais ça fait vraiment plaisir. C'est quoi la clé du succès? La clé du succès, c'est énormément d'assiduité, de concentration et de solidarité en fait, parce que l'esprit d'équipe est super important. Alors pour ce match qui avait valeur de titre, il y avait un petit peu plus de pression chez les joueuses, Kini, ou vous étiez plus concernés que d'habitude? Ça valait la peine, on a eu un peu plus de pression, même si on est très solidaires et que du coup on a moins l'impression si on avait été un club beaucoup moins, avec une cohésion de groupe beaucoup moins importante. Mais ça valait vraiment la peine parce que du coup on a concrétisé une année de travail et c'était super. C'est plus difficile à gérer une équipe de filles qu'une équipe de garçons. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est bien ce que ça n'a rien à voir. C'est en fait je dirais pour les filles c'est beaucoup plus psychologique. Je vois ce que vous allez dire. Non, c'est beaucoup plus voilà. Plus de diplomatie peut-être, non? Ouais. Voilà, ouais. Il faut prendre beaucoup plus de recul, ne pas parler sur le va-vite. Et prendre son temps. C'est un peu une deuxième vie de couple dans les vestiaires. Mais c'est un peu l'atout de Dany, parce que il est un peu plus... C'est pas un simple coach en fait. J'ai fait un autre club et c'était pas du tout la même chose. On ne parlait pas des mêmes choses. On peut être à l'entraînement et parler de notre vie privée pendant 5-10 minutes. S'il y a un problème, il faut qu'on en parle et c'est ça un peu l'atout je dirais même le gros atout de Dany. On fait beaucoup de discussions entre nous. Ouais.
On discute avec les joueuses, bon, pas que sur leur vie privée, on discute aussi niveau football, parce que je pense que c'est bien de dire quand les choses ne vont pas, mais aussi quand ils vont bien, parce que ça motive aussi les filles de se surpasser et de voir leur progression, parce que dans le football féminin, ce qui change par rapport aux hommes, c'est que les hommes en général, ils ont l'habitude de jouer au foot. Les filles, c'est pas tout à fait pareil, donc elles savent pas le degré de progression qu'elles peuvent acquérir si elles l'ont fait ou si elles l'ont pas fait. Donc c'est bien aussi que nous, en tant qu'éducateurs, on soit là pour leur dire, quoi. Et puis jusqu'à présent, ça leur réussit. Ah oui, ça marche plutôt bien. Ouais. Tous ces outils ont fait que la mayonnaise a pris, comme on dit, et justement, cette domination se concrétise au classement. D'ailleurs, je vous propose de jeter un œil, d'ailleurs, parce qu'il est juste incroyable en termes de points, puisque vous êtes invaincu sur cette saison, aucune défaite, même aucun match nul. Voilà, vous avez déjà 60 points et 10 points d'avance sur Clamart, et puis derrière le troisième Paris qui est à 43 points. Donc évidemment, maintenant, la montée est complètement assurée. Et cette différence de points est quand même assez significative, parce que dans beaucoup de championnats régionaux, il y a peu d'écart dans les trios de tête. C'est vrai. Mais c'est ça aussi qui fait la différence dans le football féminin, parce que je pense qu'avec la moitié des points qu'on a dans n'importe quel championnat masculin, on serait déjà champion bien avant. C'est là que vous pouvez voir la différence de niveau qu'il y a chez les féminines que chez les hommes. Et puis les filles ont adhéré à votre discours aussi au final, puisque ce projet de jeu se met bien en place, comme on le voit là sur ce match. Il y a vraiment un jeu direct, très fluide, pas trop de alors je suis pas le seul. J'ai mes éducateurs qui sont avec moi. En fait, on parle et on pratique football ensemble, donc on essaie on va dire, nos idées vont tous dans le même sens et on s'entraide entre nous, parce que je suis pas sans défaut, donc j'ai besoin aussi d'avoir des avis de tout le monde. Et heureusement que j'ai mes dirigeants et mes éducateurs avec moi, et même des gens du club. On a cette année un directeur technique qui nous donne un bon coup de main. On a les éducateurs des autres sections masculines sur qui on s'entraide. Donc je pense que cette année, et depuis 4 ans que j'ai commencé, la section féminine fonctionne bien aussi, parce que autour c'est structuré. C'est tout le club. Et c'est la promotion d'honneur donc qui se profile la saison prochaine tout doucement. On va pas sauter les étapes. Il y a encore quelques matchs en promotion de ligue, mais vous vous en sentez capable justement de jouer à ce niveau? Ah oui, largement. Oui, largement. vous sentez vos jeux. Il ne faudrait pas redescendre. Hein. Voilà, faut pas faire l'ascenseur en fait. Le Ça club serait de dommage. Montigny-le-Bretonneux qui jouait dans la plus haute division. Qui a fait l'ascenseur, et tout qui a fait simplement. l'ascenseur. Non, bon après c'est à titre personnel. Je pense qu'avec l'effectif que j'ai actuellement, avec 2-3 renforts, je peux monter 2 ans de suite facilement. Pour moi. Les joueuses sont confiantes aussi, Kini, sur on a cet toujours avenir. un petit doute, mais on fait confiance surtout au coach et on en est sûr. Il continuera son travail l'année prochaine et ça devrait aller, je pense. Et les joueuses vont rester au club? Il n'y aura pas de départ, d'envie d'aller voir ailleurs? C'est possible. Et, si on commence à entendre parler de vous, quand même, sur le département. Je pense qu'il peut y avoir des filles qui voudraient essayer plus haut, c'est-à-dire vraiment de monter des échelons. Après, moi, je serais toujours le premier à les encourager, parce que ça me ferait plaisir qu'une de mes joueuses arrive à percer, entre guillemets, dans le football féminin. Maintenant, moi, le message que je voudrais faire passer, surtout des filles dans les environs qui ne savent pas où jouer, c'est que le vrai projet sportif féminin, il est à Elancourt, pas ailleurs. C'est un message pour le club de Montigny-le-Bretonneux, peut-être que vous Ah non, alors ce qui se passe à Montigny, moi, ça me désole un peu. J'ai rien de personnel contre eux. Moi, c'est un peu le problème qui se passe dans le football féminin, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont des équipes en ligue, qui n'arrivent pas à structurer le reste de leurs équipes. Moi, je trouve ça malheureux. C'est dommage pour eux, quoi. Ça m'embête plus qu'autre chose. J'ai pas de mérite avec des joueuses à elles viennent chez moi. J'aurais préféré que leurs joueuses restent et que d'autres filles viennent chez moi et que ça devienne un derby. Pourquoi pas? J'aurais préféré ce style-là qu'un club s'effondre et l'autre monte. Moi, comment vous expliquez justement ces projets qui tombent à l'eau? Versailles, dans votre poule notamment, a fait forfait cette année. Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qui était dans votre poule, a aussi fait forfait. Ouais. Il y a un vrai problème de structuration des projets dans le foot féminin. Alors déjà, je pense que il faut vraiment que le club soit derrière. Parce que les filles, ils ont besoin de se sentir, pas importantes, mais ils ont besoin de se sentir épaulées, c'est-à-dire soutenues dans ce qu'elles font. Parce que souvent, ce qui se passe dans les clubs, c'est que le football féminin, il est à part. Et le football masculin, il prime avant tout, quoi. Donc c'est le premier problème. Après, il y a le deuxième problème, c'est les éducateurs. Il y a beaucoup d'éducateurs, et moi, c'est ça qui m'a donné l'envie d'être éducateur dans le football féminin. C'est qu'ils pensent que les filles sont pareilles que les mecs. Donc ils essayent de bâcler un peu le travail pour essayer de faire quelque chose dans le football féminin, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Moi, la première fois d'ailleurs, quand je suis devenu entraîneur, la première année que j'ai commencé, je suis venu, c'est parce qu'en fait ma sœur jouait d'ailleurs à Montigny.
J'ai assisté à un de ces matchs et j'ai trouvé ça désolant. Déjà, le jeu qu'il pratiquait. Et je lui ai dit, attends une année de plus, laisse-moi monter un club à Elancourt et tu viendras jouer chez nous. Votre dernier objectif pour cette saison, c'est quand même de rester invaincu en promotion de ligue. J'aimerais bien. Après, là, ce que j'aimerais faire, c'est parce qu'en fait, on a pas mal de filles. Et l'année prochaine, on espère pouvoir monter une deuxième équipe à 11. Parce que là, actuellement, on a une équipe à 7 aussi qui est pas invaincue, mais sur 10 journées à 9 victoires et une défaite. Ouais, je crois. Donc c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien aussi leur donner leur chance en équipe à 11. Aussi pour qu'elles puissent se préparer pour l'année prochaine, quoi. Et même à mes éducateurs aussi, leur donner la chance de pouvoir coacher une équipe à 11, parce que c'est totalement différent qu'une équipe à 7. Avant de nous quitter, Dany, je voulais vous montrer un petit message de certaines joueuses qui nous ont parlé ce week-end face caméra, et c'est pour vous directement. Regardez. Un mot pour l'entraîneur ? Félicitations, hein. C'est vraiment, il a travaillé aussi lui toute l'année, il est là à tous les entraînements, il se donne à fond et on le remercie et il nous remercie aussi. Merci beaucoup Dany, merci. C'est clair, net et précis, merci. Voilà. Ouais. Le message est le même de votre sœur, j'imagine. Oui. On dirait merci à elle, parce que je pense que si elle ne serait pas assidue et exemplaire comme elles le sont toutes, moi tout seul je suis rien. Comme elle, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est vraiment le groupe qui fait actuellement ce qu'on est. Il n'y a pas de moi sans eux. Réussite. On vous souhaite en tout cas d'être invaincu jusqu'à la fin de la saison pour ces quelques matchs qui restent. Même si vous êtes déjà championne, il va falloir rester motivé encore un petit peu de temps. On parle de basket à présent, basket féminin aussi, beaucoup de sports féminins. Oui, tout à fait. Ce week-end, les féminines de l'Entente, le Chesnay-Versailles, débutaient la phase de play-off de National 2 en basket. Phase finale qu'elles atteignent pour la 3e saison sans avoir réussi à accrocher la montée en National 1 auparavant. Avec Élodie Moine et Julie Rocha-Soares, nous avons suivi au Gymnase Montboran ce match si décisif. C'est l'objectif numéro 1 de leur saison. Après avoir trôné en tête de leur poule de National 2 de basketball, les joueuses de l'Entente le Chesnay-Versailles jouent les play-offs. Maintenant, tout est remis à zéro et on est bien placé pour commencer les play-offs avec 3 victoires et une défaite. Mais maintenant, on doit oublier toute la première partie et se concentrer, prendre les matchs les uns après les autres. Avant de rêver à la montée en National 1, il fallait d'abord s'imposer face à Fürdenheim. Le pivot Virginie Orinçan soulage le Gymnase Montboron et débloque le compteur sur la première possession. Les Yvelinoises mènent rapidement 17-7 et ne se laisseront jamais reprendre. Portées par une salle surchauffée à blanc. Je suis venue encourager les filles. Le premier match des playoffs, c'est le match le plus important peut-être. Parce que c'est vrai que c'est ça qui va déterminer. Si elles gagnent ce soir, elles ont toutes leurs chances. Si elles perdent, ça risque d'être dur après. Comme tout au long de la saison régulière, les coéquipières de Chantal Descoings s'appuient sur une défense solide. Couplée à une adresse au shoot excellente, il n'en fallait pas plus pour que la messe soit dite à la fin du 3e quart-temps, 62-45. Les dernières minutes sont une formalité, score final 72-56. Avec cette victoire, les joueuses de Vinko Bardic sont 2e à la différence de points derrière Sainte-Savine, qu'elles rencontreront lors de la prochaine journée le 27 avril, pour ce qui s'annonce comme le choc de cette poule de play-off. Allez, après les féminines, on s'intéresse au sport masculin. À présent, quand même, ces exactement. dames ne nous en voudront pas. On va parler du triathlon club de Saint-Quentin. Oui, 3 titres historiques ont été ramenés des championnats de France jeunes. Un titre de champion de France, 2 titres Soyez précis, de vice-champion de France dans 3 catégories différentes par le triathlon club de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et Jean-François Rémy nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, ces 3 titres, j'imagine que le vice-président est satisfait, non? Le vice-président, il a le sourire en tout cas. Il a le sourire depuis tout à l'heure, il a beaucoup le sourire, c'est vrai. Non, mais c'était un week-end incroyable. Quand on a travaillé depuis si longtemps, les gamins, on les a depuis qu'ils sont pupilles, ils ont 8-10 ans. Maintenant, ils en ont 18, 14, 16. Ils sont au plus haut niveau national. Pour nous, c'est une grande récompense. Pour notre école, on se dit, c'est formidable pour nous, pour tous les éducateurs, tous ceux qui travaillent, les coachs, sur des épreuves. On est déjà plusieurs, on est au moins 4 coachs. Donc c'est toujours une promotion, c'est toujours important de pouvoir faire la démonstration que on a une bonne école et que ça fonctionne bien, quoi. Et puis vous devenez par la même occasion le seul club en France à avoir ce réaliser cette performance. Sur une seule épreuve, on a réussi à mettre 3 podiums dans 3 catégories différentes, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et ça, c'est exceptionnel. Pour nous, c'est enthousiasmant, oui, c'est sûr. Je vous propose d'ailleurs d'écouter vos jeunes champions que justement Élodie Moine et Julie Rocha-Soares ont rencontrés ce week-end. J'étais vraiment content de la course, c'était une revanche contre moi-même et les autres.
Vraiment beaucoup d'émotions à l'arrivée et même après, quelques jours après. Avant tout, c'est une grande satisfaction. Ça montre que le travail qu'on fait depuis quelques années avec le club et aussi individuellement, ça paye. Et puis, c'est une grande satisfaction. Il y a aussi de la joie et un bonheur important. Alors ces 3 titres, Alan Brachet donc, qui est champion de France chez les minimes, Aurélien Gemme vice-champion et également aussi Thibaut Trimbourg vice-champion de France. Vous les sentiez venir ces podiums ou pas? Ou à l'entraînement il y avait déjà des petits indices qui vous disaient on va peut-être faire quelque chose? Ils ont un potentiel. Ils s'entraînent, ils travaillent beaucoup. Ils sont à 15 heures par semaine d'entraînement. C'est énorme pour des petits jeunes comme ça. On voit au travers de leurs résultats qu'ils ont un potentiel. Après, réaliser sur une course, mettre tout ça en adéquation pour faire un résultat, c'est la quintessence. Je pense que quand on arrive à faire ça, c'est normal qu'ils soient heureux. C'est très difficile à mettre en place, à réussir. Ils l'ont fait, c'est bien, bravo, on applaudit dès demain. Surtout que dans le duathlon comme dans le triathlon, la tactique de course est très très prépondérante. Et puis c'est souvent variable aussi, parce que le jour J, il peut se passer plein de choses. La course, c'est la course. On le dit partout. Avant un match, on s'est entraîné, on est performant, on sait qu'on a un certain niveau. Après, le déroulement de la course fait qu'il peut se passer plein de choses. Il y a le vélo qui est assez compliqué parce qu'on court en peloton, tout peut se passer. Une chute, par exemple. Une chute, tout est possible. Il y en a eu. On sait que c'est compliqué. Il y a la chaleur, il y a gérer la chaleur, il y a gérer l'hydratation. Tout ça, c'est compliqué pour des petits jeunes comme ça d'arriver, de tout savoir gérer en même temps. Bon, ils ont réussi à le faire. C'est fantastique, quoi. Et quelles étaient les consignes justement de tactique de course que vous leur avez données à Alan, Aurélien et Thibaut? Partir doucement, essayer de se conserver pour le vélo derrière? Disons qu'on avait déjà sur la demi-finale, sur le sélectif duathlon qui avait lieu à Montlhéry, on n'avait pas trop parlé de tactique de course, on les avait laissés faire, gérer eux-mêmes leurs courses, avec quand même quelques indications, mais on voulait par expérience, ils se rendent compte qu'effectivement, on a besoin d'avoir quand même des coachs sur le bord pour gérer une course. Tout seul, c'est compliqué. Ils sont encore jeunes, ils n'ont encore pas énormément d'expérience encore. Thibaut, oui, quand même, Thibaut commence à avoir d'expérience. Aurélien et Alan un peu moins, mais enfin ils ont du talent, ils ont vraiment du talent, donc ça compense quand même pas mal de choses, le talent. Ça permet justement de faire des petites fautes, il y en a eu, on en a parlé après, on a débriefé, il y a eu des petites fautes, mais globalement le résultat est satisfaisant, c'est fantastique, c'est sûr. Et notamment sur cette préparation mentale et justement cette préparation aussi technique, je vous propose d'écouter vos jeunes protégés à qui on a posé la question. J'étais l'un des favoris, pas forcément le premier favori, mais l'un d'entre eux. Et je pensais à la victoire, oui. Non, je me sentais pas favori, je savais que j'avais mes chances. Je partais comme un outsider et je me suis préparé pour arriver sur le podium et j'avais dans un coin de ma tête cette place. Alors avec ces 3 podiums, on a envie de viser plus haut encore pour ces jeunes, justement, de les faire progresser très vite vers l'élite, l'équipe élite qui est du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ah oui, au niveau des structures, on a essayé de mettre en place justement pour que ces jeunes puissent avoir une perspective d'avenir dans le triathlon. On a une équipe élite qui court en D1. Donc pour eux, c'est un phare. Il faut absolument atteindre cet objectif. Et on fait tout pour les préparer, pour arriver à intégrer cette équipe élite. Oui. C'est leur objectif de triathlète. Oui. Et ils ont une place, à votre avis, en équipe vraiment nationale pour défendre les couleurs françaises sur des Jeux Olympiques, par exemple? Ils peuvent ramener des médailles aussi dans les prochaines années? Pour l'instant, au niveau potentiel, le seul qui a la potentialité pour l'instant à son niveau pour le faire, c'est Alan. On le saura dans quelques années, mais Alan, c'est vraiment... Ouais, là, il est junior à l'heure actuelle. Non, Alan est minime. Ah pardon. Oui, il est minime, donc il a encore vraiment le temps. Il a vraiment le temps de progresser, mais il est vraiment, c'est vraiment. Mais vous y pensez malgré tout. Aussi jeune, vous gardez en tête la possibilité de le voir participer à des Olympiades, par exemple. Absolument, oui. Son parcours, c'est lui qui décidera, parce qu'après il y a le parcours, il y a les études, il peut y arriver plein de choses en cours de route. Mais pour l'instant, par rapport et puis la vie professionnelle aussi, les choix qui sont faits. Bien sûr, c'est compliqué pour eux. Le triathlon, c'est un sport, il faut beaucoup s'entraîner. C'est très compliqué de pouvoir, même déjà à leur âge, s'entraîner déjà minimum 15 heures par semaine. C'est déjà assez compliqué avec les études. C'est vrai qu'il faut y a les parents qui les soutiennent. Professionnelle aussi, parce que c'est une carrière, une vie professionnelle parallèle sportive, en tout cas assez courte. Oui, à un moment donné, ils ont des choix à faire, des choix entre le sport et
Et les études, on en perd pas mal pour les études. On trouve ça normal que les parents fassent des choix et qu'eux aussi fassent des choix. On aime bien quand c'est leur choix. C'est important pour eux. On les soutient de toutes les manières. On est là pour les aider. Un club, c'est fait pour ça. C'est fait pour aider ses athlètes. Et donc c'est vrai que pour eux, après, la vie professionnelle, elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'il faut pouvoir la construire tout en s'entraînant et en ayant des potentialités. Donc on essaye de leur faire intégrer des filières. Mais les filières fédérales notamment. Des filières fédérales notamment, mais il faut travailler. Donc ils travaillent, ils font ça. Et à plus court terme, là, les prochaines échéances pour ces 3 champions? On aura au mois de mai, là ils vont partir en stage pendant les vacances, parce que les vacances c'est fait pour travailler, pour eux. Donc ils vont préparer le sélectif triathlon qui aura lieu au Mureau dans le 78, pour après les championnats de France qui auront lieu à Châteauroux 1er juin. Donc là, ce sera une grosse échéance parce que le triathlon, on est quand même des triathlètes à la base. Très bien, merci beaucoup Jean-François d'être venu ce soir sur le plateau de TV Fil. Et puis on suivra de près donc les résultats de ces 3 futurs champions en tout cas. Pas de problème. Merci. Merci à vous. Le 7-8 Sport, c'est aussi l'essentiel des résultats du week-end et c'est maintenant. Anthony. Oui, en football, il y a eu peu de buts ce week-end. En division d'honneur, Versailles s'est incliné à domicile face à l'Entente Sannois-Grincien, 1-0. Ils restent tout de même 4e de leur poule avec 51 points. En promotion d'honneur, 18e journée, 4e défaite consécutive pour Guyancourt. Le SGC, cette fois-ci, incliné à domicile, 1-0 face à l'Entente sportive parisienne. Dans la poule B, Trappes s'est imposé à Saint-Leu sur le même score et retrouve par la même occasion le podium. Du rugby également et les phases finales qui se poursuivent. Oui, 32e de finale de championnat de France fédéral 3. Plaisir recevait l'Ogre Rouen. Malgré un match plein de courage, les joueurs de Philippe Béard se sont inclinés 12-5 face à Rouen. Et d'ailleurs, tout est encore impossible pour le match retour. En phase finale régionale, la belle histoire continue pour Rambouillet. Ils ont mis le carton du week-end en infligeant un sévère 41-0 à Nemours. Après avoir décroché la montée en championnat de France la semaine dernière, ils sont donc qualifiés pour la finale d'Île-de-France qui aura lieu ce week-end face à Cergy-Pontoise. Et leur équipe réserve brille tout autant puisqu'ils se sont aussi qualifiés pour la finale régionale face au Chennai. Il brille un peu moins. Basket, Trappes qui n'a plus son destin entre ses mains. Oui, c'est de plus en plus compliqué pour les trappistes en National 2. 25e et avant-dernière journée. En cas de victoire, Trappes pouvait assurer son maintien. Chez le 8e Calais, malheureusement, les trappistes se sont inclinés 81-69. Et dans le même temps, leur concurrent direct, Le Mans, s'est imposé à Lorient. Du coup, au classement, les Saint-Quentinois n'ont plus leur destin entre leurs mains. Ils restent 13e et avant-dernier avec 33 points dans cette poule de National 2, mais à 1 point du Mans et d'Orme, donc mathématiquement tout est encore jouable. Mais lors de la dernière journée, les trappistes doivent s'imposer à Maubeuge et en même temps, ils devront compter sur un faux pas du Mans à Vitré et d'Orme. C'est difficile pour Trappes qui s'imaginait jouer les premiers rôles et pouvoir accéder à la division supérieure ces dernières années et qui fait face à une réalité notamment financière compliquée. Ses dirigeants nous l'avaient expliqué d'ailleurs à plusieurs reprises et effectivement ils étaient un petit peu démotivés pour cette fin de saison, ce qui explique ces mauvais résultats. Mauvais résultats aussi pour le tennis de table. Oui, à toute proportion gardée, puisque c'était la finale de cette journée, 7e journée de championnat de France par équipe de National 2. L'Entente de Voisins Saint-Arnoux s'incline logiquement, 10 matchs à 6 face au leader jouer les tours. Dans un match qui avait des allures de finale, je le disais, les joueuses de Geoffrey Nizan restent donc de peu la montée en National 1. De son côté, Elancourt s'incline sèchement à Nîmes, 10 matchs à 1 et attend de connaître son sort quant au maintien. Du roller hockey également ce week-end. Oui, 11e, roller hockey, pardon. Oui, les Sharks d'Elancourt, ont validé leur billet pour les demi-finales de play-off. Ils étaient en déplacement du côté de Besançon et du coup, ils joueront les demi-finales, 4 et 5 mai prochains. Je vous ai effectivement un peu perturbé sur ce coup-là, Anthony. C'était pour voir si vous suiviez. On va parler de volley à présent, le temps de remettre toutes les fiches dans l'ordre. Vous avez beaucoup de sport ce week-end. Voilà, exactement. Oui, 11e journée de barrage de Régional 1. Montigny recevait Vélizy dans le derby de cette poule pour les play-down. Et les joueurs d'Abdelatif Nichi se sont imposés 3-7-0, 25-21, 25-21 et 25-22. Une victoire qui leur permet d'assurer leur maintien en Régional 1. Alors, si j'ai tout bien suivi, on va parler foot US à présent. Foot US maintenant, exactement. Voilà, 6e journée de championnat de France Élite, ça vous appréciez. Les Templiers ont chuté pour la première fois de la saison sur le terrain des Molosses d'Asnières, 20 points à 9. Il reste tout de même un leader du championnat. Et sur le terrain, les joueurs d'Emmanuel Charret ont connu leur premier revers ce week-end. Mais
elles, eh bien, ne connaissent pas la défaite. Je veux bien sûr parler des cheerleaders des Templiers, les supportrices numéro 1 des élans courtois. Elles ont remporté ce week-end le championnat régional des cheers. Cindy, Laurie, Leslie et leurs collègues ont remporté le prix de la meilleure chorégraphie. Un petit lot de consolation pour les Templiers. Il faudra qu'elles viennent sur le plateau pour la faire, la chorégraphie, la prochaine fois, ces cheerleaders. Et il nous reste très peu de temps pour conclure cette édition du 7-8 Sport. 2 dernières informations, Ultimate et juste après Escrime. Oui, Ultimate ce week-end avait lieu le traditionnel Zero Open. C'est ce tournoi annuel d'Ultimate à plaisir qui se déroule sur 2 jours. Une compétition amicale où la crème de l'Ultimate français s'est affrontée. Et au final, c'est l'équipe Samy Jérémy, originaire de Carrières-sous-Poissy, qui s'est imposée devant Versailles et les joueurs essoniens de l'équipe Scud. Et le prix du fair play a été attribué à Synoptique de Saint-Germain-en-Laye. Des noms tout à fait particuliers. Et Escrime donc. Oui, Escrime, après avoir conquis une belle médaille de bronze par équipe en fleuret au championnat d'Europe avec l'équipe de France junior, eh bien la tireuse trappiste Jérôme Panjanga, que nous avions suivi en début de saison, a récidivé au championnat du monde en Croatie avec une nouvelle médaille de bronze par équipe. Voilà, pas mal de bons résultats tout de même malgré ces quelques défaites dont nous avons parlé dans cette édition du 7-8 Sport. On se retrouve lundi prochain 18h30, une nouvelle fois en direct. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à le commenter, ce 7-8 Sport, sur les réseaux sociaux et Twitter, avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché, et nous donner tous les résultats de vos clubs. À lundi prochain, bonne soirée.